Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo de Paroles Véritables. Revue véritable, vous connaissez le concept. Revue d'album, on parle des albums classiques, pas classiques, tout ce que tu veux. On va chercher des albums qui nous ont marqués, qui ont compté pour la culture et on en discute. Aujourd'hui, c'est très spécial, maman. Aujourd'hui, vous connaissez, si vous suivez un petit peu nos vidéos, vous savez qu'il y a les Avengers, Avengers dont je fais partie. Et il y a le Bougarno que vous connaissez très bien, qui lui est un Nazirator. Donc, voilà. On a fait beaucoup de Jay-Z ces derniers temps sur la chaîne. Du coup, là, aujourd'hui, on s'attaque à un nouvel album de Nas, qui est, merci mon frérot, Nas, It Was Written. Nas, It Was Written, dont on va discuter aujourd'hui d'une façon... Alors, on va le faire proprement, mais aujourd'hui, on va faire du sale. On va faire du sale. Là, c'est véritablement sale aujourd'hui. Mais avant ça, intronisons-nous, parce que là, vous êtes quand même avec DJ Flexta, a.k.a. Flexta de motherfucking DJ, a.k.a. DJ de fuck Flexta, Flextincteur, Flextazi. Yes. Vous connaissez le Bougarno, Arnito, Arnitendo, Arnotomatique, Arnostradamus. C'est à cause de cet album-là, Arnostradamus. Voilà. Mais aujourd'hui, on peut envoyer déjà l'intro. On peut envoyer l'intro parce que là, aujourd'hui c'est sérieux. Ok. Aujourd'hui c'est véritablement sale. On fait une chronique d'album. Chez nous on appelle ça une revue véritable. Mais chez lui c'est une chronique sale. Tellement sale que même ceux qui les suivent sont ces sales. Voilà. Donc aujourd'hui, on va pas tourner autour du pot. On a reçu l'incomparable, l'incontournable, l'indispensable même, le chroniqueur sale. Give it up pour le chroniqueur sale. Applaudissements pour le chroniqueur sale. Merci, voilà. Merci les gars pour l'invite. Chroniqueur sale. M'amène le chroniqueur sale, c'est comment? Oh, on est là. Désolé, on voulait mettre des masques nous aussi, mais on s'est dit bon... Ouais, normalement là. On avait parlé de ça en plus. Ouais, il fallait qu'on mette des masques, mais on s'est dit bon, la prochaine fois. Parole véritable masquée normalement là. Masque véritable, non. On va faire ça. Bienvenue à toi, bienvenue à toi, chroniqueur sale. Merci d'être là, franchement c'est très gentil de ta part, de nous donner de ton temps et tout. Il était pas obligé, mais il est là. Évidemment, tout va s'afficher. On peut te retrouver sur ta chaîne, le chroniqueur sale. Les chroniques sales. La chaîne Les chroniques sales sur YouTube, ouais. Les chroniques sales. Sur YouTube, vous connaissez, sur tes réseaux sociaux qui vont tous s'afficher, etc. YouTube, Instagram, Twitter, j'imagine. C'est ça, ces trois-là. Pas TikTok. Le chroniqueur sale. Non, pas TikTok. Pas de TikTok. C'est pas de mon âge, hein, force à TikTok, mais... non. C'est vrai que c'est particulier. Je vois les gosses qui sont dessus, je me dis, ah ouais, bon, c'est un nouveau monde. Hein. Faut s'adapter. Mais les gens, ils pètent maintenant sur TikTok. Hein. Mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ouais, on commence déjà la chronique. Donc aujourd'hui, l'album, c'est Nas, It Was Written, deuxième album de Nas, qui sort en juillet 96. 2 juillet 96. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet album, notamment que c'est l'après-Illmatic. Donc, on va pouvoir en parler, etc. Donc, le concept de l'émission, vous le connaissez. Je rappelle à notre invité. Première question, c'est comment tu as reçu l'album ? Comment il arrive à tes oreilles, le contexte, qu'est-ce que tu faisais à l'époque et tout. Ensuite, on rentre un petit peu dans le vif du sujet avec les morceaux qui nous ont le plus marqué et tout. Et à la fin, on couronne le tout par le tiercé. Le tiercé, on donne ses trois morceaux préférés. Des fois, c'est des tiercés, des fois, c'est des quintés, des fois, c'est des quintés plus. Des fois, les mecs, ils rajoutent le numéro 0, truc, enfin, laisse tomber. Il y a toujours des entourloups. Des attaques personnelles, des attaques soviétiques. Vraiment. Donc, on va commencer par toi, le Nazirator. On va commencer par toi. Tu sais que cet album-là, il est très spécial parce que je vous dis la vérité, je pense que si même je suis avec vous aujourd'hui, c'est à cause de cet album-là. L'album qui me fait rentrer dans le rap, clairement, c'est celui-ci. Et dans une année folle, parce qu'il faut le rappeler, c'est l'année 96. On a fait un podcast d'ailleurs sur l'année 96, ouais. la meilleure année du hip-hop, pour l'interrogation. Voilà, on pose la question. On n'a aucune prétention à savoir détenir la vérité véritable, mais au moins, voilà, on pose la question de le savoir et on vous expose les faits. En termes de matos, ce qui était sorti, c'était quand même c'était costaud. Il y a eu beaucoup de pièces maîtresses qui ont donné la suite, qui ont donné le ton des années, pendant des années, en 80. Vous allez voir, de toute façon, clairement. C'est pas nous, hein. Vous allez voir, 96, les sorties, c'est de la folie. Et clairement, on veut même pas aller loin. Cet album-là, il sort une semaine après Reasonable Doubt de Jay-Z quand même. Reasonable Doubt, je crois, il sort le 25 juin. C'est ça. Ça,
T'as Redman Muddy Water, t'as Fuji The Score. Moi, je me suis pris Fuji The Score, j'ai dit, mais non. Tupac Olazomi. Le meilleur rappeur de tous les temps, Tupac. Mais très important aussi. L'album de Biggie, Life After Death, devait sortir en 96. Il devait sortir à Halloween de l'année 96. Mais comme il y a eu le décès de Tupac en septembre, pour ne pas attiser les tensions, pour pas réveiller les braises, etc., ils ont préféré sortir ça en mars 97. Et ça fait que l'album est sorti post-mortem. Mais voilà. Mais bref, c'est l'année dans laquelle où je rentre dans le rap et clairement, l'album, moi, qui me met dedans, c'est celui-ci. Celui-ci et Fuji The Score. Mais plus celui-ci par rapport à If I Rule the World qui tourne de ouf. Par rapport à Affirmative Action. Quand on fait le parallèle avec le remix avec NTM, on est en France, on se dit ah ouais, donc il a fait le feat avec eux, donc ça veut dire que le rap c'est vraiment lui. Donc clairement, moi je sais pas qu'est-ce que je pourrais t'ajouter d'autre par rapport à ça. Hein. C'est l'album qui m'a fait rentrer dans le truc. Ok. Ouais. Ok, bah c'est un album super important pour toi. Ah oui. Parce que si t'as fait rentrer dans le hip-hop. Bon, pour parler des coulisses, on avait le choix entre celui-ci et un autre album. Moi j'ai choisi lui pour cette raison. Ouais. On aurait pu faire l'autre album. Parce que je l'aime bien aussi, mais celui-ci, il est très spécial. Rentrer dans le hip-hop avec un album de Nas, j'ai envie de dire, c'est pas mal quand même. Franchement, de ce côté-là, je suis pas à plaindre. Ok, bon, on va enchaîner avec toi, le chroniqueur sale. Tiens, je sais pas si tu veux. Moi, c'est pareil. Hein. C'est un des albums qui m'a fait pas découvrir le rap parce que. Ouais, tu connaissais déjà. Ouais, on s'était déjà pris des trucs avant, mais quand il est sorti. J'avais quoi ? Moi, j'avais pas connu Illmatic en fait. Moi, j'ai découvert Nas avec cet album-là. D'accord. Comme beaucoup de gens en France d'ailleurs. Hein. Beaucoup qui vont te dire ouais, mais Illmatic avant. Ouais, mais les gars, nous, Illmatic, c'était pas complètement arrivé en France. Ça pouvait, mais pour beaucoup de gens, on était passé à côté. Et moi, j'ai découvert Nas vraiment avec cet album-là. Et en fait, c'était en pleine. Enfin, le rap, ça y est, il explosait. Il y avait déjà les guéguerres un peu East Coast, West Coast. On écoutait un peu de tout. Moi, j'écoutais même du son du Sud à l'époque, Outkast, la Clients et tout ça. Enfin, il y avait beaucoup d'écoles qui commençaient à éclore. Et en fait, c'est ce grain-là, moi, que j'ai kiffé tout de suite. C'était Nas, c'était le Who. Oui, c'était Jay-Z quelques temps avant. Donc oui, c'était celui-là qui m'a marqué, qui m'a fait découvrir Nas. Et même qui m'a fait découvrir un peu, entre guillemets, même le Queensbridge, hein, l'école du Queens. Clairement, bah c'est le porte-étendard du Queens, c'était lui, hein. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, le rap qu'Henry que j'écoutais avant, c'était Brooklyn. C'était Brooklyn. Ouais, on était très Brooklyn avec Biggie qui était Biggie qui dominait, hein, les charts en termes de présence, etc. Après, quand t'es plus P, Bootcamp aussi, ils étaient vraiment bien sûr, c'est vrai. Elta Skelta, les Buckshot, Black Moon. C'est après, parce que moi, quand c'est sorti, j'avais 13-14 ans. Et en fait, je connaissais d'autres rappeurs du Queens, mais je savais pas qu'ils venaient du Queens. C'est juste New York, quoi, voilà. Mais lui, il revendiquait tellement le quartier que oui, après cet album-là, je me suis même intéressé aux autres artistes du Queens, c'est quoi leur délire, c'est quoi leur sonorité. Et après, il y avait vraiment un grain particulier. Et Nas, c'était... Alors, pas sur tous les titres, parce que c'est bien ce que je lui reproche et ce que beaucoup de gens lui reprochent, ses albums, ça a toujours été un peu inégal. Et même, je trouve que celui-là, ça commençait déjà les conneries. Mais en vrai, il a quand même... par moment, lui aussi, et heureusement, parce que c'est le plus grand représentant du Queens, lui aussi, il ramenait ce grain-là, en fait. Voilà. Et pour ça, d'ailleurs, que... Bon, on verra dans le tiercé tout à l'heure, mais voilà. Il y a quelques morceaux qui puent vraiment le Queensbridge sur cet album. C'est clair. Et ça, c'était pas pour me déplaire, parce que j'avais tout de suite compris qu'il y avait un délire sur ces morceaux-là. J'étais pas encore assez calé pour reconnaître ça, c'est un son de tel endroit, ça c'est un son de tel endroit. 14 ans, là, on découvrait le rap avec, les Fujis, machin, Snoop, Tupac, Nas, Jay-Z, Biggie, compagnie. Mais bon, voilà, tout se mélangeait un peu. Biggie, il a des sons, on dirait de la West Coast. C'est vrai. Comment ça s'appelle, Fujis, c'était un peu grosse ficelle. Ouais, c'était lourd, mais t'arrives pas à les classifier. T'arrives pas vraiment à les caser quelque part. Mais c'est avec cet album-là où j'ai commencé vraiment à capter les nuances, les machins, la patte new-yorkaise et tout ça. Et pour moi, Nas, c'est à partir de cet album-là, et après, comme j'ai découvert après Illmatic,
En fait, pour moi, c'était, oui, Nas, c'est le son de New York. Voilà, qu'il arrive. Jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, c'est un album ultra important. Je sais même plus comment je l'ai eu. Je sais que je l'avais en cassette, mais je crois que c'était un pote qui l'avait et qui me l'avait mis sur cassette. Et voilà. Et genre quand t'écoutais If I Rule the World, t'étais quelqu'un, quoi. Tu mettais ça dans les petites soirées qu'on faisait à 14-15 piges là. Attention, c'était ça. Après-midi, tout ça. C'était ça et Hoo-Ha de Busta, tu vois. Genre tu mettais Hoo-Ha, t'étais quelqu'un, tu vois. Il y avait des chorégraphies et tout. Non, franchement, on a une bonne enfance. Hein. Moi, un petit peu comme toi, hein, j'avais à peu près le même âge à l'époque. Moi, comment je l'ai découvert cet album, en fait, je connaissais déjà Nas par rapport à Illmatic, parce que moi, c'est mes grands frères qui m'ont... À ce niveau-là, j'ai été biberonné au rap depuis tout petit, Naughty by Nature, etc. Donc, Nas, je connaissais Illmatic et tout, mais ça me parlait pas plus que ça et tout. Quand t'es petit, nous, c'était beaucoup les morceaux dansants, tu vois ce que je veux dire. Dès qu'il y avait des morceaux, tu vois, les Dabra, Funkified et tout. Dès que ça dansait, Criss Cross, évidemment, et tout, j'en passe des meilleurs. Mais dès que ça dansait, ça me parlait plus. Et le truc, c'est que je me souviens comme si c'était hier. M6, faut pas croire, hein, M6 avant, c'était hip-hop de ouf. Mais grave. Et M6, ils avaient un petit format court où ils faisaient une pré-promo, une promo, mais... Une petite chronique, façon... d'une minute, là. Ils disaient, oui, rappeur de Queensbridge, jeune rappeur, Nas, et tout. Et il y avait le single If I Rule the World. Et ils faisaient un truc... Dans M6, ils passaient ça. Et je me suis dit, non, ça m'avait marqué carrément. Parce que déjà, à l'époque, je me disais, putain, mais un rappeur américain qu'on connaît même pas, il passe sur M6 comme ça, régulièrement, et tout. Et c'est là que tu dis déjà, putain, mais il y avait non seulement du budget, ils ont bien boosté le truc et tout. T'avais l'Orignil qu'on avait déjà identifié avec les Fougis qui était en train de tout tuer, etc. Le single If I Rule the World, il passait partout, notamment sur M6, sur trucs, sur machin, sur machin. C'est-à-dire que tout le monde le connaissait en fait. Tiens, le single, il est là. Facilement à l'identifier. Tu vois, Parole véritable, on a même le... Il y a le vinyle même là. Il y a même le vinyle là-bas, tu vois, pour vous dire que c'est complet. Et le truc que... Nas, en fait, moi, le truc qui me choquait, c'est qu'il avait une tête de petit, en fait. Tu vois. Parce que autant il y avait d'autres rappeurs, ils étaient jeunes, mais ils avaient des têtes d'adultes. Lui, il avait vraiment une tête de petit, tu vois. Et on arrivait plus facilement à s'identifier à lui. En 96, comme tu dis, il y avait vraiment trop d'albums. Moi, je l'ai pas eu tout de suite. Moi, en 96, j'avais eu... En 95, j'avais eu Loonies. C'était mon premier CD, mais en 96, j'avais eu Iron Man de Ghostface. Tu vois, donc j'étais plus sur ce rap-là et tout. Et il y a un truc qui est simple, hein, c'est que, frère, on n'avait pas d'argent. Des fois, ça paraît ouf comme ça, mais frère, j'ai pas écouté, mais oui, j'avais pas les moyens. C'est ça, tu vois. C'est ça, je dis. J'avais pas les moyens de l'acheter. Voilà, tout simplement. La musique, elle était difficile d'accès. Donc, tu pouvais pas tout écouter en fait. En plus, tu n'avais pas forcément la possibilité d'aller à Paris en Fnac ou je sais pas quoi et tout. Tu y allais avec un cousin ou avec un grand frère et tout. Et quand je l'ai eu courant d'année ou fin d'année, enfin quand mon grand frère l'a eu, j'écoutais et tu fais le truc de base, t'écoutes les singles, t'écoutes If I Rule the World et tout en boucle. Et après, peut-être 1 an, 2 ans après, je me suis repris l'album, je l'ai bien réécouté, bien disséqué et tout. Et j'ai effectivement capté les nuances et tout. Après, avec du recul, effectivement, tu vois qu'il y a Illmatic qui est vraiment un album intouchable. Ouais. Et cet album-là où tu peux toucher beaucoup de choses et où là, comme tu dis, il commençait déjà à être dans ses penchants qui vont le poursuivre toute sa carrière. Ou des fois, sur la sélection des beats, tu dis Mais bon, après, t'avais The Message et Affirmative Action, et effectivement, quand t'es des morceaux The Message. qui passaient On met tout le beaucoup, monde d'accord. on met tout le monde d'accord parce qu'ils étaient bien matraqués en radio aussi. C'était l'époque où t'avais pas le choix en fait. C'était la radio qui décidait de ta playlist. Évidemment. Il n'y avait pas de j'ai fait ma petite playlist, truc, c'est que ce que le programmateur radio il a décidé, c'est ça qui va passer. Mais il y a C'est des ça gens qui qui va ont passer. préféré cet album à Illmatic. Hein. Mais encore beaucoup. aujourd'hui, qui Après, préfèrent, Un mec comme Lupe Fiasco, il le dit. C'est son album de rap préféré. Même qui disait ça aussi dernièrement, je crois que Conway disait que cet album-là il est incroyable. Il y a même des personnes qui ont pris le risque de jouer les chroniqueurs sales sur internet et de dire que cet album était mieux que Illmatic. Je peux. Attention, En réalité, mais c'est la sensibilité de chacun. Ils ont des raisons que chacun. Parce que ça dépend. Un album, de toute façon, on le dit souvent ici, tous les albums, en fait, ça dépend comment tu le prends. Ça dépend par quel single il est arrivé, ou quel truc. Tu vois ce que je veux dire? L'angle par lequel tu prends l'album, c'est super important et des fois ça définit le truc. Oui, et puis quand on parle comme ça aussi, plus de 20 ans après, c'est aussi. Il y a aussi une part d'affect. Bien sûr, par rapport à comment tu te l'es pris, au moment où tu te l'es pris. Bien sûr. Et du coup, toi, c'est celui-là que tu préfères, mais c'est parce que c'est aussi comment tu l'as vécu.
Voilà, bien sûr. tu peux pas faire abstraction du fait que quand t'avais tel âge, tu prends la musique plus forte qu'à... Enfin, moi je dis toujours, on se prend la musique plus fort à 20 ans qu'à 40. Moi aujourd'hui, j'ai pas encore 40 ans, tranquille les gars, mais en tout cas, je sais que malheureusement, je me prends plus la musique avec autant d'intensité que Forcément. quand j'étais plus jeune. Parce que peut-être tu l'écoutais plus dans le mode plus avec tes potes, plus tu surinais les albums de ouf. Et puis aussi, on la consommait différemment. Donc quand on n'avait qu'un album à écouter, un ou deux, parce que c'était les seuls qu'on avait pu s'acheter, mais mon frère, on tuait le livret, on l'écoutait en boucle. Le CD, tu le rayes. Tu le rayes, le CD. Alors qu'aujourd'hui, tu le rayes. Alors qu'aujourd'hui, tu vas un petit peu plus. Heureusement, je préfère aujourd'hui. Tu peux aller écouter tout ce que tu veux à n'importe quel moment. Mais ça te ramène quand même. Mais du coup, je ressens plus la musique avec autant d'intensité que quand je me suis pris certains albums, quand j'avais, entre 15 et 25. Mais et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des albums qui sont intrinsèquement plus forts, peut-être, que ces albums-là. Mais ils me feront jamais cet effet-là parce que je me les prends pas aussi. Parce que l'âge, l'expérience, il y a peut-être aussi un côté blasé, qui commence à s'installer. Forcément. Entre guillemets, je suis pas blasé de la musique, mais tu vois, mais quoi qu'il arrive, c'est plus faible. Et je pense que, en fonction de quand les gens se sont pris Twas Written, ou Illmatic, s'ils l'ont pris plus tard, ou avant, ou toi, l'album, tu l'as pas vraiment écouté dès qu'il est sorti, mais plus tard, machin. Peut-être c'est ça aussi qui détermine celui que tu vas préférer. Ouais, clairement. Du coup, on n'est pas vraiment sur des critères musicaux purs. Clairement. Mais après, c'est un vrai débat ce que tu soulèves, parce que la manière dont on a consommé la musique, nous, moi je me souviens quand j'achetais un nouveau CD, déjà, je faisais bien attention quand je rentrais, mais je l'ouvrais, tout ça, je m'enfermais dans ma chambre. La première écoute, c'était une écoute, mais c'était un truc de ouf. La première écoute, c'était sacré. Fallait pas me déranger, tu vois ce que je veux dire. Oui. Tu fermais la porte, t'enlevais ton petit plastique et tout, tu regardais le truc. C'est un rituel, carrément. Il y a un rituel. Moi, quand j'ouvrais, je chantais le livre. Je dis la vérité, je sentais le livre. L'étiquette, quand on lève le blister, tu vois, quand on lève le blister, il y a une étiquette des fois promotionnelle, nouvel album d'un tel machin. Moi, je gardais ça et je le mettais sur la couverture. Je jetais le plastique, mais je gardais l'étiquette. Ça fait partie du sur produit. certains CD, il y a l'étiquette parce que je l'ai gardé et c'est volontaire. Non, c'est, je t'ai dit, on est pour certaines personnes, on en parlait tout à l'heure, c'est de la science-fiction ce que je dis. Moi, qui peut te dire qu'un CD ça fait 12 cm de diamètre? Moi je te le dis, tu ne crois pas vérifier, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non mais le truc en gros c'est pour faire comprendre, c'était une autre manière de consommer la musique et aujourd'hui qu'on n'a plus. Ça veut pas dire que les gens qui n'ont pas connu cette époque-là, ils kiffent pas la musique. Aujourd'hui là, ils attendent minuit, ils rechargent sur Spotify pour voir pour écouter. Donc je pense que les gens ils sont tout aussi hypés, tu vois, de la même manière que nous on était là, on avait le CD, on était contents. Moi j'étais là, j'étais dans le métro, genre je le regardais, tu vois, je regardais, oh putain ça je l'ai, pour arriver au quartier et tout. Et bien en fait maintenant les gens ils sont chez eux, ils sont là, ah ouais putain minuit, il y a tel truc qui sort, vas-y faut que je tasse ça direct. Ils sont hypés aussi, mais c'est différent. En tout cas, peut-être que ce lien qu'on avait avec le disque et le fait qu'on pouvait pas en écouter à volonté, ça a quand même créé quelques attaches vraiment particulières avec tel ou tel album par rapport à son histoire perso, qu'aujourd'hui, je suis persuadé que c'est encore le cas. Il y a plein de, même dans mon entourage, des petits et tout, ils ont un lien avec Ipséité par exemple. Le Damso, c'est vraiment leur truc, ou bien Une main lave l'autre, ou machin, c'est des albums aussi qu'ils ont surinés et tout. Mais quand même au milieu d'un paquet d'autres choses, qui kiffent aussi, qui sont dans... Alors que nous, on écoutait beaucoup de choses, mais c'était pas non plus infini. C'était pas infini. Quand t'allais acheter un vinyle, t'en achetais un, t'en achetais pas 54. Tu pouvais pas non plus, c'était limité forcément par financièrement. Et on parle de tout ça parce que ça s'inscrit dans cette époque-là. Mais tu te souviens quand t'avais le lecteur CD, du coup, bon, on avait les Walkman avec les cassettes et tout, mais des fois on avait un lecteur CD, quand t'avais ton CD, tu le consommais différemment parce que tu étais obligé de marcher doucement pour pas que ça saute. Tu vois, tu faisais attention. Quand t'avais un Discman là, ça rendait ouf mon frère. Ça sautait pour un non. Du coup, il fallait faire très attention, j'ai marché doucement et tout. Et t'écoutais, attends, j'écoutais et tout. Après moi je m'étais pété un mini-disque. Là j'étais bien. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté ça. Ils en vendaient plus. Mais c'était magnifique, un mini-disque en termes de son, c'était une qualité de ouf. Parce que, on le dit encore, le son d'un CD, c'est pas le même son qu'un MP3. Tu peux me faire tout ce que tu veux, tu peux me la tourner dans tous les sens. Un CD, le son qui est imprimé sur la matière plastique du CD, laserdisc, c'est un son particulier.
Disque laser. Tu vois ce que je veux Surtout dire? encore plus pour un vinyle. Ouais, encore plus pour un vinyle. C'est encore autre chose. C'est encore une Vinyle, autre le vinyle est expérience. différent. Le son est un peu différent sur un vinyle. Plus chaud. Mais pour le coup, vous, l'album, en tant que tel, c'est un album de 15 titres, avec un bonus track. Hein. En termes d'album, en termes de prod, en termes d'ambiance et tout, toi, voilà, tout de suite, t'as capté que c'était le Queens et tout, mais t'as été satisfait tout de suite. Non. C'est quoi les reproches que tu aurais à refaire à cet album-là? En fait, après, les reproches, ils viennent avec le recul, mais sur le moment, moi, j'écoutais l'album, fin de l'histoire, je me posais pas autant de questions qu'on peut se poser après, une fois qu'on connaît tel producteur, tel délire. Mais maintenant, avec le recul, oui, c'est un putain d'album, parce qu'il y a des morceaux imparables, et même qui n'ont pas pris une ride, je trouve, et où je pense, où il était peut-être même à son prime, là, Nas, sur enfin, les couplets... Je sais pas, moi, le deuxième couplet de The Message... c'est un truc de ouf. Voilà. De toute façon, ce morceau-là, The Oui, Message, c'est vraiment... Voilà. C'est incroyable. Donc, ouais, mais maintenant, avec le recul, oui, il y a peut-être quand même, allez, 3-4 morceaux un peu dispensables. Après, je sais pas, c'était quoi l'intérêt de poser sur du Dre, tu vois L'intérêt, c'est ça. Ouais, bien sûr, ça a bien fait sûr. The Firm, bien sûr, qui était... C'est ça l'intérêt de poser sur du Dre, en vérité. Mais ouais, mais, tu vois, c'est... Pour moi, c'était trop tôt. Parce que moi, poser sur du Dre, quand je dis ça, je suis pas un anti-Dre primaire. On parlait tout à l'heure des anti-Dre. Loin de là, même. Je respecte Dre à la mort. Mais en fait, on sortait d'un album Illmatic, certes que j'avais pas encore écouté quand j'ai écouté ça, mais maintenant on parle dans l'absolu, qui était ultra cohérent, ultra New York, avec vraiment les tontons de New York, Large Pro, Pete Rock, Primo. Donc là, forcément, il y a un grain. Dès le deuxième album, je trouve que je pense qu'il fallait encore marteler, encore vraiment marquer sa propre identité avant de déjà commencer à s'ouvrir dans tous les sens et voilà, aller poser sur une prod où on dirait que c'était pour Snoop, tu vois ce que je veux dire. Non, Ça aurait pu se retrouver sur la Dog Phaser, cette prod. Clairement. Et le morceau, il est bon en plus. Hein. Ouais, Nas is Coming. Moi, je l'aime beaucoup le morceau, Nas is Coming. Mais dès le deuxième album comme ça, c'était peut-être déjà commencé à aller un peu à droite à gauche. D'ailleurs, c'est ce qui lui avait été reproché. Ça, moi, j'étais pas dedans parce que de toute façon, je l'attendais pas, je connaissais pas Illmatic. Ouais. J'ai découvert avec ça encore une fois. Mais les gens qui avaient découvert avec Illmatic, qui avaient surkiffé, qui avaient compris que Illmatic c'était une bombe, ils avaient été un petit peu déçus parce qu'ils se sont dit, ça y est, il est déjà en train d'essayer de bouffer un peu à droite à gauche, il commence à ramener un délire, l'ouverture, il veut manger. Ça Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la maison de disques qui a dû imposer, qui a dit voilà. Le premier album, c'est pour la street. Parce que surtout que Illmatic, ça a pas vendu de ouf non plus, tu vois ce que je veux dire. Illmatic est devenu disque de platine. Sur la durée, quoi. Voilà, c'est sur la durée. C'est devenu disque de platine en 2001. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, ils savent qu'ils ont un bon artiste qui a fait un très très bon album. Au niveau des ventes, ils se disent ah putain t'as un single en plus, ça aurait fait du bien, tu vois ce que je veux dire. Donc clairement la direction artistique là, ils se sont dit qu'on va essayer d'ouvrir le truc un peu plus pour faire un peu plus d'oseille. Après effectivement, c'est beaucoup de Trackmasters. Ouais. Trackmasters, ils sont présents sur Trackmasters, beaucoup, Steve Stout et tout qui est avec Ponento. 8 morceaux, sur 8 morceaux sur l'album. Qu'on fait la DA de l'album. Donc ça donne une couleur. Trackmaster, c'était pas du rap, c'était du rap un petit peu plus mainstream. C'est plus large, oui. C'est beaucoup. Et encore, ils s'en sortent bien. Parce voilà. que je trouve que parce que franchement, les Trackmasters, ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de choses. T'écoutes aujourd'hui, ça a très très mal vieilli. Ouais, c'est clair. Alors c'est quand t'es dans l'immédiateté, forcément. Voilà, et finalement, et là, on s'en sort bien parce que ça, clairement. Voilà, c'est pas les prods de l'année, mais franchement, ça reste largement écoutable et cohérent. Mais et puis il y a quand même des très très grosses prods de Trackmasters. Je pense qu'ils ont beaucoup joué aussi sur les samples qu'ils ont utilisés. Un The Message, un Street Dream, c'est le même sample que All Eyes on Me, etc. Ouais. Non, c'était beaucoup de grosses ficelles sur cet album. Même il y a eu beaucoup de morceaux qui ont été construits où c'est un sample ultra cramé. Ouais. Et puis un refrain ultra cramé, mais genre d'un autre morceau parce que il faut Rule the World, c'est ça. C'est ça, c'est clairement ça. Voilà. Même le bridge, il est cramé. Mais oui, tout est cramé, c'est que de la grosse ficelle pour bam. Alors que Illmatic, non. Illmatic, c'est du Q-tip, c'est du primo avec un mec qui découpe. Enfin, il n'y a pas de calcul. On sent pas le calcul, on sent juste du bon peura. Cet album-là, il commence déjà à sentir le calcul. Mais l'album, il tue. Donc peu importe. Mais je comprends maintenant, quand après j'ai appris que j'ai lu, je me suis renseigné sur cet album, que beaucoup de gens avaient un peu décrié la nouvelle DA. Je peux le comprendre.
Je peux le comprendre. Au bout d'un moment, faut qu'ils mangent les mecs en fait. Bien sûr. Tu on fait un album que tu sais les albums d'estime là. Ouais, ton album il est lourd et tout. Ouais, mais frère, j'en ai pas vendu. Non, mais C'est ça. mais en pas fait, fait disque d'or. ce qui est ouf, c'est que ça a été vite. C'est dès le deuxième album et il était encore très très jeune là. Ouais. Et il était déjà dans cette démarche. Et il était déjà dans cette démarche aussi de ramener le concept, voilà quoi, limousine, Garci, machin, ça y est. Ouais, le mafioso rap. Là, c'est avec le ça. Nas Escobar. C'est avec cet album-là que ça a commencé à ramener ce bail-là, même Nas à New York Escobar. et tout, parce que. Ouais, moi j'écoutais aussi Naughty by Nature, comme t'as dit tout à l'heure et tout, nanana. Mais il n'y avait pas ça. C'était plus. C'était route, quoi. Tu vois ce C'était que je veux la dire. rue. Voilà. Et avec cet album-là, direct, dès le deuxième album, vas-y, ça y est, quoi. Là, on était déjà pas loin du fameux- Ça commençait avec les fourrures et. Voilà, c'est ça, j'allais dire, on était déjà pas loin de Hate Me Now, tu vois. Bon, bah voilà, on sentait venir. Donc, ça enlève rien que c'est un rappeur de ouf. Quand Nas Escobar, en vérité, il est né où? Le Nas Escobar, il est né dans le son qu'ils ont fait avec dans On the Beach for Cuban Links, Verbal Intercourse. C'est là où vraiment, sachant qu'en plus ça c'est un truc, j'ai appris ça récemment. Nas est le premier featuring hors Wu-Tang à être sur un album du Wu-Tang. C'est un truc de ouf. Hein. Dans de On ouf, the Beach for Cuban Links. Ça. Et en vrai, il est dans la lignée de On the Beach for Cuban Links. Et la même année, ou même quelques mois avant, t'as l'album de Kool G Rap aussi qui sort. 456. Et c'est du mafioso rap, vraiment. Ils sont en mode, voilà. Ah, c'est son Et école. en fait, voilà, c'est l'école dans laquelle il a voulu s'inscrire Je crois pour faire que cet je crois album-là. que Nas et des Kool G Rap, c'est son tonton. je Ben crois. oui, Ouais. il est fan de Kool G Fanatique, Rap, ouais. bien sûr. Donc le Nas Escobar qu'on retrouve sur cet album-là, ben, il vient de là en vérité. Et les cigares, les Street Dreams, où tu vois, ils ont repris le scénario de Casino dans le clip, Ouais, etc. ouais, incroyable. Ben, c'est ça, c'est clairement ça. Ouais, mais tu vois, ça, je kiffais, moi. Ouais. Moi, je kiffais. Mais je comprends que certains ont dit, ouais, ça y est, ça commence à truc, les paillettes, les machins. Alors que ce style qu'il a ramené, justement, je trouve ça manquait à New York, tu vois. Et là, Surtout ça- à New York, à New York, parce qu'il y avait l'autre penchant en Bad Boy qui commençait à faire ça aussi. Exactement. Un truc avec Shiny des Sue un meufs, peu, avec voilà, le truc. voilà. Et les Shiny Sue, encore, ça commençait, c'était pas encore. Shiny Sue, c'est plus après 97, après la mort de Big et tout. Bon, les mots problèmes, etc. Mais le truc avec Nas, c'est que moi, j'ai toujours dit, hein, Nas, en vérité, il a eu une carrière très particulière parce que ça n'a pas été crescendo. Lui, le mec, il est arrivé tout de suite avec l'un des meilleurs albums de tous les temps. Mais en Tu fait, vois ils ont tout fait pour que ce soit un album de dingue. Sur le même album, Ouais, t'as c'est clair, Primo. c'est clair, c'est clair. En fait, Non, c'est clair. toutes les forces. On a dit, bon, ce mec-là, il est fort. On veut qu'il fasse un album de ouf. On réunit tous les meilleurs Avengers Je te pour le jure. faire des prods. T'as QT, Primo, Large Pro, Pete Ouais, Rock. tu sens qu'ils l'ont pris, ils l'ont bien entouré, Voilà. bien dirigé artistiquement. Ouais, Et mais là, ça pour le donnait deuxième, en ça fait- donnait un album ultra cohérent. Ouais, Voilà. c'est clair. Mais sauf que t'es condamné à exceller. décevoir. À Non, mais exceller. t'es condamné à décevoir ton public parce que tu peux pas faire il peut pas venir Non, il avec un pouvait pas deuxième faire un deuxième Ilmatic. Ilmatic, c'est impossible. Ouais, Tu vois, bien tu peux sûr. pas. Et quoi qu'il arrive, frère, t'as fait un album, il C'est un est classique. top 5 des meilleurs albums de tous les temps. Frère, tu peux pas. Même si les ventes Bon, ne faire suivent deux. pas à Non, l'époque. c'est sûr, tu peux pas faire deux fois un Ilmatic. Les ventes C'est ne sûr. suivent pas à l'époque en plus. Ouais, bah après, c'est tout le problème. Moi, j'imagine les mecs à la tête de Colombia, ils ont dû se dire bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce gars? Non, eux, Il est trop fort. leur but, mais c'est ça. Vu qu'ils ont surfé sur le succès d'estime du premier album, ce mec-là, on va en faire un produit. Vu que la rue l'aime bien, ben, on va toucher la rue, mais on va toucher un autre public aussi. Parce que important. nous, dans notre label, il n'y a pas que Nas. Il y a aussi The Fugees. C'est comme ça qu'en fait, le single avec Lauryn Hill, il s'est fait. Naturellement, bien sûr. Et en vrai, leur stratégie, elle a marché. Parce que le single, il a tourné. Moi, je vous dis, je suis rentré dans le truc. Ah oui, parce oui, que oui, ça, oui. c'était partout. Bien Incroyable. sûr. C'était partout, à la radio, à la télé, Ouais, que partout. tu le veuilles ou non, T'écoutais que ça tu le partout. veuilles ou non. Et c'était écouté de tous. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, un If I Rule the World, tout le monde connaît. Tout le monde. Donc non, ils ont réussi leur coup. Avec le clip sur Times Sur Square. Times Square. C'est la première fois qu'on. Incroyable. En tout cas, moi, pour ma part, c'est la première fois que je voyais Times Square comme ça, tu vois. Non, mais clairement. Et même, 96, c'est spécial. C'est Ça spécial. allait trop vite. C'est Ça allait trop vite. En fait, c'est. Il n'y a que des assassins qui sortent en Quelques 96. années avant, vas-y, on dirait. En fait, si je me remets dans l'époque, on dirait que quelques années avant 96. Ouais, vas-y, je connaissais que Chris Cross et MC Solar. Moi. Tu vois ce que je veux dire. Là, quand j'avais 10 ans, 10, 12 ans. Et d'un seul coup, là, j'arrive, 13-14 piges, ça y est. Boum. J'ai une explosion d'artistes Ouais. qui sortent de partout, qui Que des qui assassins. défoncent et que tu kiffes. Et pas que en rap, hein. Même en R&B. Parce que Même dans en l'album, R&B, il y a bien sûr. Jojo On a de fait Kessie et Jojo.
Mais R&B aussi, t'as des Blackstreet qui sortent, des Non, mais là, Genuine, c'était l'explosion. R. Kelly, mais c'est trop. C'était l'explosion. Mais oui. Et Nas, c'était Alia. un des plus gros représentants de cette explosion, à quel point ça a été vite. Premier album, succès d'estime monstrueux, mais d'estime, parce qu'il a pas vendu, enfin après, ça va, hein. Il avait quand même vendu 500 000 assez rapidement. Après, il a mis plus de temps pour faire le... Mais 2 ans après, bam, ça y est, c'est Nas, fini, c'est installé, c'est le gros rappeur new-yorkais avec Biggie. Mais en termes, celui-ci, en termes de vente, il est très lourd. Hein. Je crois que c'est l'un des plus vendus de sa carrière, si c'est pas le plus vendu de sa carrière. Le plus vendu, je crois. Au State, il a fait 3 fois platine. Hein. 3 fois platine. 3 millions. C'est quand même beaucoup. Hein. Dans une année où il n'y a que des assassins qui sortent. C'est ça, c'est simple. Tu vois mais il a été porté par des singles de malades. Après, il y a quand même des morceaux dedans, bon, voilà, qui sont, je pense, qui sont un peu dispensables. Bien sûr, qui représentent, enfin, qui reflètent pas. Pour moi, Illmatic, il est plus parfait. Voilà. Tu vois. Celui-là, c'est vraiment, pour moi, tu vois, Vuitton, c'est loin d'être un album parfait, parce que il a le défaut de beaucoup d'albums. T'as des morceaux un peu trop albums, justement, et qui peuvent être un peu dispensables, alors que sur Illmatic, non. Mais tu sur penses Illmatic, il n'y a aucun morceau à tège. Tu penses que sur cet album-là, c'est un album qu'on lui a fait faire? Moi, je pense que la maison disque, elle a eu plus de mots à dire. Plus de mots à dire, forcément. Forcément. Je pense que c'est un peu un mix, quoi, mais... Tu sais, c'est pas forcément mauvais. Ce que vous dites, hein. moi, je suis d'accord avec vous. Et je regrette, en fait, quand je vois le tracklisting, je regrette qu'il n'y ait qu'une prod de Primo. Mais par exemple, qui est qu'une prod de Avoc. Il n'y a que lui qui reste tapé de... Ouais. Et tout le reste, c'est Trackmaster, une prod de Dre. Si Trackmaster, ils ont pris tout le truc, enfin, ils ont pris le lead, ils ont exécutif producteur et tout, c'est que forcément, il s'est passé quelque chose. Il y a 2 prods d'Avoc. Il y a 2 prods d'Avoc, ouais. Tu vois, Avoc était très respecté pour ses prods. Et Avoc, à un moment... Mais de toute façon, Avoc, au début, c'était lui le meilleur de Mobb Deep. Il était invité partout, c'est que lui que t'entendais. Après, Prodigy, il est arrivé avec HNIC, après là, on sait. Non, c'est HNIC qui a été le tournant du match. Le tournant du match, c'est Head Niggas in Charge. Ah, c'est un truc de ouf. Vraiment. Mais donc, on est d'accord sur le constat de cet album-là. Comme tu dis, il y a des morceaux qui sont dispensables. Et là, ça a commencé pour moi le truc de Nas de, je vais pas dire paresseux, parce que je vais pas être méchant. Je vais pas faire comme notre ami le chroniqueur sale. Oh, il est pas méchant, il est objectif. Non, mais c'est pour le taquiner, tu connais. Pour taquiner ses détracteurs. Non, bah dis-le, il aimait bien faire des choix de merde au niveau franchement, au niveau des prods, le truc c'est que... bon, c'est... Toi, t'es également un beatmaker, on va en parler et tout. Les gens, il y a des artistes qui ont du mal à comprendre que, en fait, un morceau, même du public, hein, en fait, c'est pas que les lyrics et pas que la prod, c'est un mariage des deux. Ouais, c'est une symbiose. Et comme dans la vie, il y a des mariages qui sont réussis, des mariages qui sont ratés, etc. Et en fait, il faut les deux, comme tu dis, il faut qu'il y ait une symbiose au niveau de ton texte, du flow, de l'énergie, des notes que tu prends et tout, et de la prod, la vélocité du kick, du machin et tout. Tout ça, ça doit être Et Nas, en fait, il a toujours dit que lui, comme il privilégiait le texte, il a toujours voulu prendre des prods minimalistes, simplistes, etc., etc. Et là, on a kiffé Nas, nous, c'est toujours sur des prods vraiment hip-hop, avec un gros kick, avec un gros... Tu vois ce que je veux dire ? Des prods un peu, je vais pas dire pleines ou remplies, mais des prods assez riches. Parce que c'est là qu'il y a un mariage entre ta voix, ton truc, parce qu'il a un bon flow, il a tout ce qu'il faut. Mais au niveau des prods, des fois, ça ne le mettait pas assez en valeur, tu vois ce que je veux dire ? Et là, il a commencé à faire ce truc-là. Parce que je pense qu'il a peut-être souvent confondu minimaliste et simpliste. Il y a beaucoup de prods dans sa carrière qui sont minimalistes, ok, ça laisse la place au flow, à la voix, au texte et tout, mais qui sont trop simples. Tu sais, qu'on pas d'âme, il se passe pas grand-chose en fait. Tu vois, c'est vraiment là juste pour accompagner, mais... Ouais, fais du slam alors si tu veux pas de prod. C'est ça, tu peux faire une prod minimaliste. Tu veux que briller par tes textes. Tu as une âme. Ouais, exactement. Voilà. Quand même, mais c'est bien, il se passe vraiment quelque chose. Mais t'as vraiment bien dit le truc, minimaliste et simpliste. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand tu regardes sur Stillmatic, Your Domain, la prod est très simple. Le violon, ouais. Mais elle a une âme de ouf, tu vois. Et là, ça lui permet de découper, rapper, nickel, mais on se fait pas chier. Et de transmettre l'émotion qu'il veut transmettre. Mais ça, c'est un défaut qu'il a suivi sur toute sa carrière. Et le problème de ce truc-là, c'est que, parce que à chaque fois on dit ça, parce que tous les beatmakers qu'il va voir
qui font des prods, c'est les mecs c'est des assassins les mecs. Hein. Ils font des prods de ouf pour tout le monde et tout. C'est forcément le mec, il reçoit un CD ou le mec qui truc. Vas-y, moi je veux cette prod là. Ah t'es sûr? Mais moi j'avais plutôt prévu celle-là pour toi. Je connais le truc. Hein. Classique. Non moi c'est celle-là que je veux. Ah bah vas-y. Ok. Hein. Le mec il est payé pareil et truc. Donc mais si on revient sur un truc qui je sais que te tient à cœur, c'est la pochette. La pochette de cet album-là. On a eu un débat sur Instagram et tout, c'est magnifique. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, vous allez voir. Le truc, cette pochette-là, c'est la suite de Illmatic. Illmatic. En fait, c'est la même chose. C'est juste le visage de Nas qui change et il est un peu plus âgé. Et ça raconte une histoire. C'est la suite. C'est la suite d'Illmatic, sachant que Illmatic, c'est lui quand il avait 7 ans, quand il était en âge de comprendre où il était et ce qu'il vivait. Et là, c'est lui à l'heure à laquelle où sort l'album, tout simplement. Et il a quitté le quartier, c'est pour ça qu'il est en mode Nas Escobar, en mode cigare, en mode costume, etc. Donc voilà. Mais il renie pas d'où il vient. Tu vois dans If I Rule the World où ils sont dans le Queens avec Mobb Deep, etc. Ouais. Et un truc qu'on oublie souvent de dire, les mecs étaient jeunes. Très jeunes. Les mecs étaient très jeunes en fait. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a des trentenaires presque quadras, tout ça. Donc on regarde ça avec du recul, on se dit oui, ça, c'était pas bien ce truc. Mais quand t'es jeune comme ça, tu vois, t'as pas forcément cette maturité ou ce recul pour savoir que ça c'est bien, ça c'est moins bien et tout. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, le jeune prodige, avec tout ce que ça comporte, hein, c'est-à-dire que tout ce que ça comporte d'attente, c'est-à-dire que le moindre de tes moves, il est scruté. Et le moindre de tes erreurs, elle va être amplifiée, regardée à la loupe et tout. Après, pour moi, je suis contre les albums parfaits. Pour moi, aucun album n'est parfait. Et c'est ce qui donne le charme de l'album aussi. C'est quand il y a des aspérités, des machins, des trucs. Ouais. Des fois, un morceau moins bien. Avant un gros banger, c'est bien aussi, tu vois ce que je veux dire. Dans la réalisation de l'album, ça même un morceau qui est moins bien mixé, etc. Exactement. Ouais, par exemple, l'album du Wu-Tang, c'est incroyable pour moi. En termes de mix. Oui, mais en termes de mix, on me dit, mais non, c'est pas bien mixé, le son, il est sale. Mais c'est peut-être ça qui donne son charme. Exactement. Non, mais après, c'est vrai que moi, généralement, il y a plein d'exceptions qui confirment la règle, même pour mes propres goûts. Mais en général, j'aime bien quand un album, il a vraiment une seule et même couleur. Quand il y a une ligne directrice ou deux, et voilà, et pas 50, qui font que, vas-y, t'as plus l'impression que c'est une compilation de titres qu'un album. Et en fait, ce côté homogène, je le trouvais beaucoup plus sur Illmatic. Et d'ailleurs, on l'a plus jamais retrouvé dans aucun album de Nas, d'ailleurs. Alors que Jay-Z savait le faire, ça. Par exemple, sur Blueprint. Blueprint, il y a une couleur. Vraiment. La différence, c'est que Jay-Z, c'est son touré. C'est ça le truc. Jay-Z, il sait avec qui il travaille. Blueprint, regarde, on a fait la revue véritable. Aussi, hein. Salam Remy, Elias et tout. Tu rebosses avec eux. Mais Jay-Z, en fait, on l'a dit dans les revues véritables qu'on a fait avec Herbie, big up à lui, sur Blueprint 1, 2 et 3. Le 1 sort en 2001, le 2 en 2002, le 3 en 2009. Sur les 3 albums, t'as Timbaland. Sur les 3 albums, t'as Kanye West. Il a ses gars, il sait avec qui il bosse, il sait... Voilà, avec eux, j'ai une relation technique, j'ai pas besoin de trop parler avec eux, j'ai pas besoin de trop leur expliquer. Ils me connaissent, ils me comprennent, ils savent ce qu'ils doivent me proposer. Boum, on y va. C'est un autre travail. Et même dans le choix des instrus, il sait aussi dénicher des talents. Dans Black Album, t'as qui? T'as Knife Wonder. Mais il avait jamais bossé avec lui. Et puis il fallait aller le chercher. Il était en train d'exploser là. Voilà, fallait aller le chercher. C'était même un bien grand mot, il a quand même été le chercher. Hein, c'est bien. Voilà. Soit il a été le chercher, ou soit on lui a proposé. Donc, il sait, pas comme certains, mais il sait, comment dire ça, il sait écouter aussi. Il sait écouter les conseils, il sait écouter ce que les autres font. Tout simplement, une meilleure oreille. De toute façon, quand tu regardes les deux discographies, tu sens qu'il y en a un qui a une oreille un peu plus ouverte et tout. Il est parti faire des albums, avec des Limp Bizkit, etc. Tu vois ce que je veux dire. Donc, après, lui aussi, il a fait quand même un album avec Damian Marley. Oui, bien sûr. Donc, oui, bien sûr. Chacun a fait à sa façon. Après, là où il est critiquable et critiqué, c'est sur le choix des instrus. Tout simplement. Mais après, une fois de plus, je rappelle l'âge. Il n'avait pas le même âge, Jay-Z et trucs. Jay-Z, il était déjà plus mature quand il arrive, quand il sort son premier album. Jay-Z, il a 27 ans. 27 ans. Non, s'il arrive, il a 20 ans quand il sort son premier, Donc, non, après, voilà, c'était vraiment pas pour les mettre, pour faire comme d'hab, les mettre en opposition et tout. Moi, je kiffe les deux, mais c'était plus vraiment pour donner un exemple de type d'album que je kiffe. Et Nas, à part Illmatic, il a jamais réussi à le faire. Voilà, ça veut pas dire que j'aime pas Stillmatic, je kiffe, tu vois, je kiffe.
Godson, je kiffe. Donc il a quand même réalisé des albums que j'aime, mais c'est lui qui les tient, quoi. C'est pas par rapport à la DA qui me plairait ou parce qu'il y a une couleur particulière ou ça a été cogité comme ça, il y a un son. Et d'habitude, moi je kiffe les albums comme ça. C'est pour ça que je kiffe Gangstar. Tu vois, moi j'aime bien quand je sais que faudra qu'on fasse un truc. Faudra qu'on fasse un truc sur Gangstar. Parce que on manque trop de respect à Guru, à mon sens. Complètement. À suivre, mais mettre des mecs dans les top 10. Il y a des mecs qu'on met devant Guru, moi ça me rend ouf. Enfin, regarde Common. Ouais. Common, il a fait plein d'albums qui se ressemblent absolument pas. Mais chaque album a une couleur. Voilà pourquoi je kiffe tous les albums. Like Water for Chocolate, il y a un délire. Il y a un grain, il y a un son, il y a un groove. C'est JD qui est là, qui se balade par là. Après, il en fait deux de suite avec Kanye. Bon, bah, c'est le délire Kanye. Il y a de la soul, il y a de la rythmique comme on lui connaît. Après, il fait avec Pharrell. Après, même Electric Circus, qui est un peu plus, comment dire, expérimental un peu. Et bah, il y a un délire aussi. Il est un peu plus électro. C'est plus la vibe un peu. Enfin, ça part un peu plus dans le délire, peut-être Stone Throw. Enfin, je sais pas. Ouais, exactement. Mais Nas, il a jamais su faire ça. Nas, c'est à chaque fois, c'est une espèce de compilation. Après, est-ce que c'est pas ça qui le définit aussi? Parce que, clairement, en vérité, il y a toujours des attentes autour de Nas depuis que. T'arrives avec le meilleur album, on va pas se mentir, l'un des meilleurs albums de l'histoire du hip-hop. Ton premier album, c'est l'un des meilleurs albums de l'histoire du hip-hop. Normalement, tu dis, bon, ben, salut. On est obligé d'être exigeant avec toi, on est obligé de vouloir l'excellence. Ah, c'est clair. Mais surtout parce que c'est un des plus grands rappeurs. Parce que là, quand je dis ça, je parle juste d'album. Lyriciste, C'est pour ça que je dis que les albums, c'est vrai que souvent, j'ai été frustré. Mais en tant que rappeur, pour moi, c'est peut-être même le plus grand. Donc, voilà. Justement, là tu vois, là exactement là où je voulais vous emmener, c'est que moi, c'est lui et tu l'as dit, ça sort, c'est une réponse à Ready to Die. Oui. Parce que Biggie, qui arrive en 94, il déchire tout. Bien sûr. Il déchire tout, c'est-à-dire que la figure du rap new-yorkais, c'est Biggie. Alors qu'avant c'était Nas, etc. Donc il y a toujours cette confrontation et tout. C'est là même que Jay-Z, Nas et tout. Ouais. Il y a eu des problèmes parce que pour Nas, son concurrent au trône, c'était pas Jay-Z. Oui, bien sûr. Et Jay-Z, il est là, et Biggie, c'est son petit. Enfin, tu vois, dans sa tête, ça devait être un truc de ouf. Mais pour vous, est-ce que ça, c'est une réponse suffisamment forte pour Ready to Die? Moi, je vous le dis tout de suite, pour moi, non. Parce que Ready to Die, il a vraiment ramené un univers, un délire et tout, la personnalité. En vrai, la réponse, il n'y a pas de réponse. Lui, il envoie Illmatic la même année. Déjà, et le petit pic qu'il lui envoie dans The Message, quand il dit It's one life, one love. So there can only be one king. C'est très bien King of New York. Donc, non, ça leur tient à cœur, ce truc-là. Donc, non, moi je pense que c'est même pas une réponse. Et en vrai, il n'y a pas de réponse à avoir. Nous on s'en fout. Moi clairement je m'en fous. Mais vous savez comment ça fonctionnait à l'époque. Surtout les New-Yorkais, ils sont très, ils sont très fiers de ce truc-là. C'est important, tu vois. C'est important de définir et tout. Tu vois les barbershop talk. Tu vois, quand tu vas te faire coiffer tout ça. Yo, Michael John, on va de Moi j'étais à New York, laisse tomber. Le mec il pétait un plan. Un spectacle. Mais moi je sais pas. En fait, comme c'est deux styles de rap différents, moi j'ai toujours du mal à comparer les mecs différents et dire ouais, lequel est le meilleur. Biggie, c'était plus comme Shock G le disait. Biggie, tu vois, c'est du saxophone, son flow, son machin, comment il va te l'emmener dans tous les sens. Même à cappella, le mec, il peut te faire danser, tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense dans la même lignée des albums de Biggie, qui serait dans la même lignée que cet album-là, qui serait plus Mafioso Rap, c'est plus Life After Death. Life After Death. L'album de AZ aussi, Do or Die, l'album le Reasonable Doubt, tu vois, il est en mode vraiment parrain de la mafia, le Only Before Cuban Links, c'est vraiment on va dire la page mafioso rap, c'est ces albums-là. Bah, c'était clairement la période, hein. La période mafioso rap, c'est ces albums-là. C'était typiquement ce. J'ai l'impression que c'est là ne pas oublier Kool G Rap. C'est lui avant les autres. Mafioso Rap, Kool G Rap, c'est lui avant les autres. Je ne veux rien savoir. Les Live or Let Die, les 4, 5, 6, c'est lui. Bien sûr. Voilà. Regardez les pochettes d'albums, vous verrez. Kool G Rap. Voilà. Kool G Rap, Big Pun s'est mis à genoux. Dès qu'il l'a rencontré la première fois, il s'est mis à genoux, il a embrassé ses bagues. Ah oui, non. Kool G Rap, on n'en parle pas, lui aussi, il faut qu'on fasse un dossier sur lui. Bien sûr. Parce que très très grand monsieur. Exactement. Les gars,
Tiercé. C'est l'heure de tiercé. C'est l'heure du tiercé. Oh, quinté plus. Quinté, Ouais, il moi, commence. pas plus, mais Il commence, quinté. c'est tonton congolais Moi, qui commence quinté, à... moi. Mais c'est l'album qui m'a fait... Il y a une valeur sentimentale là-dedans. Vas-y. C'est l'année dans laquelle je rentre dans le rap. Et en vrai, c'est les albums qui m'ont fait rentrer dans le rap, c'est lui et Fugees The Score. Mais vu qu'il y a If I Rule the World où il y a Lauryn Hill dessus, ben, t'es obligé de citer cet album-là. T'es obligé. Donc, moi, pour démarrer mon quintet, c'est ça. If I Rule the World. Ok, numéro 1, If I Rule the World. Ça, tu l'écoutes depuis que t'es petit. Dans l'ordre ou dans le désordre? Dans l'ordre. Ou pas dans le désordre, je dis comme ça. Kazakh jaune ou Kazakh rouge? Non. Non, If I Rule the World, obligatoire, fallait le mettre. Ouais, ça c'est... Avec le sample aussi de Houdini, Friends. Ça, allez faire vos recherches, je vous ai donné la référence. Et moi, c'est le bridge de Lauryn Hill qui m'a tué dedans. Walk with the sun. Delphonix. Ouais. Je vous ai donné, je vous ai offert. Allez vérifier. The Delphonix. Ah non, ils ont été super forts. Ça veut dire qu'en vrai, en faisant un single comme ça, ils m'ont fait découvrir d'autres artistes. Bah, c'est ça la culture américaine. Le rap, c'est ça. C'est ce qui se passait même avec Le le rap, Wu. c'est ça. Avec le Wu-Tang, moi, c'est comment ça. je me suis pris toute la soul et tout de cette époque-là. Bien C'est sûr. grâce à Reza. Ouais. Mais oui. Et là, en fait, le coup qu'ils ont réussi, c'est que c'est un single méga mainstream. Mais ils ont quand même réussi à placer les samples, les Houdini, les Curtis Blow. Ils ont été... C'est comme ça qu'ils font, eux. Oui, non, Les mélodies, vous les connaissez déjà. Vous les connaissez déjà, les mélodies. C'est-à-dire que moi, je vous fais le single. Tenez, les mélodies, vous les connaissez. Voilà. T'as ça. En deuxième, t'as Affirmative Action, je suis obligé. Ouais. Affirmative Action. En France, le Nas NTM Affirmative Action, c'est trop. Ouais. Nous, quand Firm, on reçoit ça, Mafia. au quartier, il y a eu des votes. C'est le meilleur son de rap qu'on ait entendu de notre vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Nous, on est en CM2, on me dit, mais c'est quoi et tout. Ben, Toute moi, abstention, je zéro. vote pour ça. Non, moi, je vote pour lui. Au lieu de voter pour des délégués, des bêtises, non, on votait pour ça. Moi, c'est le meilleur son de rap qu'on a entendu de notre vie, Affirmative Action. Ça, clairement, c'était ça. C'est vrai que la prod. C'était la prod, elle est incroyable. Et même, Ouais, puis ça kick dessus. Le couple c'est les prémices. de Foxy, c'est chaud. Mais oui. Easy, Foxy, pour moi, elle a détruit. Elle a détruit tout le monde. Pour moi, la meilleure rappeuse de tous les temps, pour moi, Foxy. Elle a détruit tout le monde dedans. Et c'est très important Foxy, aussi Radiga. de parler. Ouais, C'est très c'est important de parler de ça, déjà par rapport au remix, mais par rapport aussi au morceau original. Le morceau original, à la base, c'est Nas, Cormega. Non, AZ. AZ, Cormega, Nas et Foxy. Ouais. C'est le premier et le seul morceau, enfin maintenant, vu qu'il a sorti son deuxième album, King This Is, où il y a le deuxième morceau de la vraie firme. Le deuxième morceau, c'est Full Circle. Le premier morceau de la vraie firme, c'est-à-dire l'équipe originelle, c'est AZ, Nas, Cormega et Foxy. Ben, c'est ce morceau-là. Après, quand ils ont sorti l'album, ils ont enlevé Cormega pour mettre Nature. Pour mettre Nature, ouais. Mais la vraie firme, c'est avec Cormega. Action, Ouais, ouais. c'est avec Cormega. Cormega, qu'on retrouve aussi sur le clip de The Message. Quand Nas il se fait arrêter, celui qui est sur siège passager, c'est Cormega. C'est son gars depuis. Cormega, c'est quelqu'un. Ah non, Cormega, c'est il est chaud quelqu'un. de ouf. Cormega, c'est quelqu'un. Ouais. On Donc, oublie. Affirmative Action en 2. En 3, I Gave You Power. Nas Primo. Ouais, de toute façon, La voilà. relation Toujours technique, elle est combinaison. incroyable. Eux, tu les Et- mets ensemble, c'est. Mais même le storytelling, il est fou. Le refrain. Le storytelling, il est fou. Quand je comprends ça, je me dis, mais il rappe, il se met dans la peau d'un gun. Non, mais allez vérifier. Allez vérifier, on vous a donné tout, on vous a dit c'est DJ Premier, on vous a dit que c'était I Gave You Power, moi je vais vous dire que c'est le 4e track. Allez vérifier, ce morceau-là est tout simplement incroyable. De toute façon, la relation technique qu'il y a entre Nas et Primo, il se trouve les yeux fermés. Il se trouve les yeux fermés. Comme on l'a dit pour la vidéo avec, sur Stillmatic, hein. Mais tu C'est peux pas. dommage que ce projet qu'ils avaient prévu de faire ensemble ne soit jamais sorti. Ah, mais pourtant, je l'attendais, celui-là. Franchement. Franchement. Gâchis. C'est dommage. Gâchis. Mais c'est comme ça. Donc ça, en 4e, je mettrais The Message pour le sample de Sting aussi. Encore une fois. Hein, un sample qui est cramé de chez cramé. À mon avis, ils prennent zéro oseille dessus parce que Non, Sting, mais il prend tout. c'est pour le Sting, coup. dès que tu viens, Sting, il prend. Ok, ok, je prends tout. C'est tout. Et il a le droit. Et c'est pour avoir fait le coup, je pense, qu'ils l'ont fait. C'est juste pour le faire. Ouais, bien sûr. Ça. Et si c'est pas... Bah, ça va être un quintet plus, hein, parce qu'il y a Watch Them Niggas avec Foxy. Et Nas Is Comin avec Dre, sachant que c'est le premier New-Yorkais qui collabore avec Dre. Exact. Voilà. Le premier New-Yorkais qui collabore avec Dre. Sachant qu'en plus, à cette époque-là, Dre a quitté Defro.
Et il fait son label Aftermath. Aftermath. En laissant 78 millions sur la table. Voilà. Faut le rappeler toujours. Ça, c'est important. Il Et laisse sur la table 78 millions de dollars. Et le premier album qui sort chez Aftermath, sachant que le premier, on va dire, le premier projet qui sort, Ouais, c'est la compile. compilation, là. Ouais. Mais le premier album qui sort chez Après, c'est Aftermath, c'est The The Firm, Firm, ouais. tout simplement. Donc voilà, hein. Moi j'ai fait mon quintet plus. À vous, messieurs. Quand t'es plus avec des débordements. Il faut déborder, il faut. C'est parole véritable. véritable, c'est de la passion. Il faut des dire. débordements là. Et C'est Gardavitz. l'album qui m'a fait rentrer dans le rap. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que j'ai écouté ça et foutu The Score. Après, j'ai écouté les autres. Ok. Voilà. Non mais ok, c'est de bonne guerre, J'enchaîne après, on va te laisser conclure. On va te laisser l'apothéose. Moi, bon, c'est toujours délicat de mettre les singles dedans, mais If I Rule the World, c'est un single tellement interplanétaire Tiens, le que single est là. tu ne peux pas ne pas le mettre dans un tiercé sur cet album-là. Si je le fais pas, je vais avoir dans les commentaires, il y a des gens, ils vont venir nous gronder. Oh, comment t'as pas mis ce truc-là? Mais il faut. Ah, j'annonce déjà, moi je vais pas le mettre, les gars. Gronder même pas. Ok, cool. Non, Affirmative Action. Moi, le son, il m'a trop. La prod, elle m'a trop fait quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Je comprenais pas l'anglais à l'époque, mais après, quand tu réécoutes et tout, vraiment, non, c'est vraiment un morceau de ouf qui, même quand tu comprends pas les paroles, l'émotion, elle arrive à passer. Ouais. C'est pour ça que ce morceau, il m'a toujours fait un truc spécial, et encore plus quand j'ai entendu le remix avec NTM, ça m'a fait un truc Moi, de je ouf. connais le remix avant tout. Hein. Le remix, bon. J'avais pas l'album, moi, dès que c'est sorti. Je me rappelle plus, moi. Mais moi, c'est le Je me remix, posais la il est question sorti aussi, je me après. rappelle plus. Et même, il y avait une version, je crois, il y avait une version Europe où il y avait le remix dans l'album. Peut-être. C'est possible, Oui, ouais. si. Peut-être. Ouais. Et c'est comme ça que moi, les inconnus m'ont fait écouter. Chacun Ouais. sa mif, aujourd'hui ça se passe comme Comme ça. ça. Avec Nas qui affile et NTM qui sont The debout, Firm, il s'est baby. énervé. Ah, Bon, ben bref, ça c'est encore une autre histoire. Non, Shootouts. Moi, Shootouts, il me parle de fou ce morceau. J'ai réécouté encore aujourd'hui pour préparer cette revue véritable. Shootouts, moi ça me parle de ouf. Ça me parle de ouf, c'est mon truc. C'est vraiment mon style de rap, et watch them niggas. Moi, j'aime les Parce que Foxy, de toute façon, 96 pour moi, Foxy, c'est. Voilà. Foxy, c'est elle. Foxy. 96. C'est Foxy, son album. Elle est sur Reasonable Doubt, elle est sur It Was With non. Us. Déjà, ce qu'elle fait en 95 sur l'album de Mr. Smith, Déjà de LL Cool J. C'est dans pas Who Shot Ya Remix. I Shot Ya. Ah, Shot Ya Remix, je confonds toujours. Ah, Ah, Shot Ya Remix. De toute façon, même le morceau avec Blackstreet et tout ça, Ouais. c'était quelle année ça? Qu'est-ce que tu vois, 96. Ouais, 96. 96. Ouais. Ouais. Dans son album, il en a. Il Nana 96. Ouais, voilà, il en a. Pour moi, Il Nana 96, c'est la meilleure rappeuse de Ah tous oui, les oui, temps. oui. C'est-à-dire que, après, dans mon top, il y a des Radiga, des machins et tout. Oh, Radical est dedans, sûr. Mais je suis désolé, je ne peux pas mettre une rappeuse plus forte que Foxy, Là, à ce Il moment-là, Nana. là, ouais, non. Foxy, Il Nana, parce qu'après, c'est une autre Foxy, tout Oui. ça. Ouais. Mais Foxy de Il Nana, c'est trop. Non, non, oui, à cette époque-là. Bon, envoyez un tiercé rapidement. Envoyez un tiercé des meilleures rappeuses. Moi, je mets Foxy, Radiga. Troisième, je sais pas. Hein. Une Bahamadia, je peux mettre. Une Queen Latifah, je peux mettre. Non, franchement, si on veut être honnête, après, on se fie par rapport à ce qui En est rap, sorti. hein. Parce que Nicki Minaj, C'est ce que- quand on veut rapper, c'est ce elle que fait j'allais dire. rapper. Eh, attention, faut pas oublier Nicki Minaj, attention. Quand on veut rapper, Non, elle rappe, elle sait quand on veut rapper. rapper, mais après, à part dans ses délires et tout, truc, moi, c'est ça qui me plaît pas. Mais quand on veut rapper, elle sait rapper. Mais moi, si je la mettrai en quatrième. Moi, Foxy Brown, Il Nana, je précise. Hein. Radiga, de Dirty Harriet. Dirty Harriet, incroyable. Cette Radiga-là, elle était intouchable. Ah, Radical. Et en troisième, EVE. EVE, époque Rough Riders, là. Scorpion. Evolution. C'est sérieux. Sur ces deux albums-là, là, Oui. EVE, elle est. Oh, laisse tomber. En termes de flow, en termes de lyrics, en termes Non, elle rentre, d'attitude. elle rentre dans la, elle rentre dans la boucle. Après, en quatrième, je mets Nicki, et Lil Kim, je la mets encore loin derrière. Je Non, mets Lil Kim, j'irai Bahamadia pas tout de d'abord. suite. Bahamadia, je la Lil Kim, mets elle tout de écrivait suite. pas un truc, c'est pas un flow exceptionnel Bah oui. et tout. Lil Kim, là où je l'ai vraiment respecté, c'est sur Quiet Storm. Moi, c'est dans All About the Benjamin que aussi, j'ai bien c'est aimé. sur Quiet Storm, Quiet Storm, elle a envoyé. Ouais, c'est vrai. Quiet Storm, elle a envoyé. Quiet Storm, non, c'est là que. Parce que. Mais elle a Elle a rappé mieux rappé. que le Mobb Deep, carrément. Elle a C'est ce que je veux rappé. dire, c'est son morceau à elle. C'est vrai, Ah, c'est vrai, c'est vrai. Après, quand c'est juste sur une fulgurance comme ça. Ouais, bon, voilà. C'est ça le pour ça. problème. T'as des Lady of Rage aussi, on oublie souvent. Lady of Rage. Après, c'est un autre style, c'est un autre On peut truc. pas la classifier avec eux et tout, c'est compliqué. Et moi, je me fais toujours au body of work. Mhm. Parce que c'est trop facile de, oui, t'as du talent dans ta chambre, ouais, mais le body of work, la personne, elle a sorti un album et tout. Comme il disait le frère, c'est une fulgurance. Ouais. C'est la première fois que t'entends dans Doggy Style. Lady of Rage, j'ai pu un feu. Un afro puff, c'est sérieux. Ah, c'est vrai. Non,
Après, il y a un morceau de Lady Fresh que je kiffais de ouf, je me rappelle plus comment il s'appelle, ça va me rendre ouf jusqu'à ce soir. Sinon, ouais, moi, pareil. Hein. C'est pas Afro-Puff. Non, Afro-Puff, c'est incroyable. Hein. Elle aimait pas, hein. Non, mais en plus, je crois le morceau en question, je crois il y avait un bail de Primo en plus. Ah ouais? Ouais. Tu sais qu'on a dit tout. MC Light aussi. On oublie MC Light, hein. Light. Ah oui, non, MC Light, s'il vous plaît, quand même. Mais oui. MC Light, c'était quelque chose aussi. C'est vrai, mais après, bon, j'ai entendu que ça n'écrivait pas toujours. Oh, c'est ça, toi. Mais non. C'est compliqué. Bon, de toute façon, il en a, on sait que la grosse partie de l'album, c'est Jay-Z qui a écrit, tout ça, Bon, maintenant, ils le disent, hein, les mecs. MC Light, on sait qu'il y a du monde qui a écrit derrière. Enfin, MC Light, quand même, hein. Non, si, faut la respecter. C'est une rappeuse, tout et tout. Il y a Yo-Yo. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il faut respecter ses mains. Laurine chantait, mais elle rappait aussi. Hein. Oh, Laurine, il faut la mettre dedans. On a dit, c'est le meilleur rappeur du groupe. C'est vrai. C'est le meilleur rappeur de foot. Laurine, quand ça rappait, tu sais. Le meilleur rappeur des foot. Laurine, je la mets en 4. Ah non, je modifie le Laurine, je la mets en 4. Regarde comment. Laurine. Bon, c'est beau. On va clôturer. Il faut oublier Rhapsody aussi. De toute façon, actuellement, là, c'est la meilleure. En termes de kickage. Moi, il y a Lyric Jones aussi qu'il faut mettre dans la boucle. Lyric Jones, attention. C'est une rappeuse de. C'est une meuf de la West Coast, hein, de Los Angeles. Okay. C'est les Little Brothers, les mecs de Caroline du Nord qui la produisent. Ah, carrément. Attention, elle. Attention, Armani César aussi, de Griselda. Oh, Griselda. Ah, c'est une kickeuse, elle aussi. Ah, ça kick, quoi. T'as Chez Noir aussi. Chez Noir, celle qui rappe avec 38 Space, tout ça là. Ah, avec Winsome. Ouais. Mais bon, clôturons. On va finir. Bon, Tiercé ou Carté. Bon, je vais mettre. Moi, c'est dans le désordre, hein, peu importe. Je vais mettre The Message. Parce que. Bon, voilà. Ce morceau, c'est un des morceaux indétrônables, indémodables, pièce maîtresse de cet album-là. I Gave You Power. Et. Ouais, forcément, je vais pas être original, Affirmative Action. Et je vais mettre. je vais en mettre 5. Je vais mettre Live Nigga Rap. Ouais, très parce fort. Que franchement, ce son-là, je me rappelle que ça me rendait ouf comment ça découpait, quoi. Et en plus, c'est la pure rythmique, la pure boucle, la basse avoquienne. Et c'était le début pour moi en tout cas, la découverte de ce genre de truc où c'est la basse qui fait tout, c'est hyper entêtant. Enfin voilà, après c'était Hell on Earth. En fait, cette prod. C'est du pur Hell on Earth, quoi, c'est un peu plus rythmé, le BPM un peu plus rapide quand même. Mais je kiffe comment ça découpe là-dessus. À la fin, l'espèce de passe-passe entre les deux là. Non, c'est chaud. Ah oui, c'est sérieux. Live Nigga Rap, je kiffais trop ce morceau. Et quand après j'ai eu l'âge d'avoir la voiture, et quand je réécoutais cet album, c'était toujours ce son-là que je mettais. J'étais vraiment dedans. Les morceaux que tu testes à solo. C'est I Gave You Power, moi. I Gave You Power, c'est quand je suis revenu de New York, c'est là où j'ai dit non, c'est sérieux ça. En fait, je trouve que I Gave You Power et Live Nigga Rap, il n'y a pas de chichi. Voilà. Là, c'est pas clairement. le Nas. Là, c'est pas le Nas, Garci, machin, Street Dreams. C'est regardez, ça y est, j'ai passé un niveau. Non. Là, c'est une prod et ça kick. Enfin, ouais, c'est hip-hop. En storytelling, en ego trip total, machin. Ouais, c'est hip-hop. Et c'est hip-hop à mort. Ouais, tu sens que là, il a mis un jogging. Vas-y. Il en bruit, jogging, voilà. On y va, quoi. Ben oui. Mais même Black Girl Lost aussi. On m'en a beaucoup parlé de ce morceau-là. J'ai mis du temps à comprendre ce morceau. Ah, il a un petit charme. Il a un truc. Il a vraiment un truc. Ouais. Non, franchement, j'ai l'impression qu'on a tout dit, les gars. Ouais. Pour moi, c'est bon. Merci, Chroniqueur Sale. Franchement, ton tiercé est très solide. Ton tiercé quinté plus. C'est toujours. Je me souviens à l'époque, c'était toujours Dominique Boeuf qui gagnait. Ouais, Dominique Boeuf. Ouais, bref, laisse tomber en parlant des jockeys, tout ça. Un jour, on fera une chronique avec Dominique Boeuf, on lui dira. N'importe quoi. Ok, écoutez, les gars, on va conclure là-dessus. Yep. Le Chroniqueur Sale, encore merci. Encore merci d'être venu. Yes. Donc, tu peux nous rappeler ton actualité, sachant qu'il y a toujours le projet avec Monsieur Benjamin Epps, qui est toujours dans les bacs. Fantôme avec chauffeur. Toujours dispo, Fantôme avec chauffeur avec Benjamin Epps. Il y a le clip de Goom qui est sorti dernièrement, qui est magnifique. Allez voir ça. Donc voilà, streamer le projet. Et puis la chaîne, ça continue. Là, j'ai sorti une vidéo sur les médias rap récemment. Et il y a une prochaine qui arrive, c'est déjà en cours. Très bonne vidéo. Voilà. Et merci pour le shout-out. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Effectivement.
Yes. Effectivement, c'est important de t'entendre parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet en tant que tel. Et même, c'est pas tabou. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se cacher. c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien avec dire les choses. C'est comme ça. Ouais. Et, je trouve que ça pouvait intéresser des gens que je gratte un peu là-dedans. Pour que j'explique un peu comment ça marche, selon moi. Parce que j'ai bien précisé que je suis pas spécialiste. Mais avec les retours que j'ai eu depuis, même par des gens dont j'ai parlé dans la vidéo, qui m'ont dit, franchement, frérot, pour quelqu'un qui n'était pas spécialiste, t'as pas dit que des conneries quand même. C'est vrai que ça marche un petit peu comme ça et ça fait du bien de l'entendre dire de cette manière-là. Voilà, sans parti pris. Et après, on a bien compris ce que tu préférais, mais en tout cas. Mais c'est bien, c'est ce qui est bien avec toi, c'est que sur ta chaîne, il n'y a pas de chichi, pas de demi-mesure et tout et tout. Si t'aimes pas, j'aime pas. C'est tout. On va pas chercher à tortiller. Quand j'aime bien, je dis. Voilà. Quand j'aime pas, je dis aussi. Exactement. C'est tout. Exactement. Et il faut de cette honnêteté. Donc pour nos abonnés, pour nos quelques abonnés qui auraient la malchance de ne pas le connaître, je vous invite à aller sur sa chaîne, lui donner de la force, commenter, discuter et tout. Toujours aimer, liker, commenter, partager. Voilà, très important. C'est très important. Voilà. Donc, je vous invite à faire la même chose chez nous, vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne s'abonnent pas. Vous ratez quelque chose, s'il vous plaît, donnez-nous de la force. Abonnez-vous, c'est très important. On saura vous le rendre, vous inquiétez pas. Activez la petite cloche, commentez. Toujours dans le respect, on échange. Voilà, c'est de la musique, c'est de la passion. Yes. On échange ensemble. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Telles que Spotify, Apple Podcast, Deezer. Tous les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Et tous les contenus longs et courts. On danse pas sur TikTok. Sur YouTube. Non, on danse pas. On danse pas. On relaie. Quoique si on a 10 000 likes, vas-y. Même 10 000 likes, il n'y a pas assez de likes pour que je danse sur TikTok. Moi, je vous le dis, moi. Ok, très bien. Merci à tous. Peace. Merci. Parole véritable.